petite Aurore, l'enfant martyr, devient officiellement un personnage historique. Ça a été reconnu, ce sont des démarches qui avaient été entreprises par le conseil municipal de la ville d'origine d'Aurore, l'enfant martyr, à Fortierville. Et donc, on va inscrire son nom dans le répertoire et le registre du patrimoine culturel du Québec. Elle fait partie de l'histoire du Québec. Elle a été martyrisée. On le voit, elle repose là-bas à Fortierville. C'est devenu une espèce d'attraction touristique à des gens qui vont faire un tour dans ce petit village-là. Et il y avait comme une espèce d'omerta, un tabou là-bas. On ne parlait pas de ça. Donc, le conseil municipal a dit, on ne peut pas nier notre histoire. C'est arrivé chez nous. Ça fait partie de l'histoire du Québec et plutôt que de le cacher, ils ont demandé à ce que ce soit répertorié officiellement et ils disent on pourra accueillir les touristes puis dire ben voilà, c'est ici J, Aurore, l'enfant martyr. En même temps, Éric Veillette publie un livre qui s'intéresse aux procès qui ont suivi la mort de la petite Aurore Gagnon. Ça s'appelle l'affaire Aurore Gagnon. Avec nous, Éric Veillette qui est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, M. Veillette. Bonsoir, M. Lévesque. Alors d'abord, pourquoi un livre sur Aurore, l'enfant martyr? Pourquoi? C'est un peu par hasard que c'est une recherche qui m'amène là. Je m'intéresse en général aux procès qui ont marqué le Québec, tout ça, mais j'avais commencé par la Mauricie, dans ma région, et puis pour me rendre compte que tous les procès qui ont débouché sur une condamnation à mort se retrouvaient à Ottawa. Et donc, dans ma recherche, je me suis dit, tant qu'à me rendre à Ottawa pour un déplacement de 2-3 jours, le procès d'Aurore, pas le procès d'Aurore, mais de Marie-Anne Hood, ça me chicotait depuis un certain temps parce que je m'étais rendu compte de certaines contradictions, là, entre autres les deux films, le film de 1952 et le film de Luc Dion en 2005, et aussi avec les livres par rapport à ça. Fait que je voulais vraiment jeter un œil dans ce qui avait vraiment été dit sous serment durant le procès de Marie-Anne Hood. Et vous avez été un des rares à mettre la main sur les transcriptions du procès. Oui, je ne sais pas si les transcriptions ont été lues, parce que je ne peux pas le prouver, mais s'ils ont été lues par d'autres personnes, ils n'en ont pas tenu compte, malheureusement. Dont, entre autres, les 89 pages de l'adresse du juge au jury qui ont jamais... Il contient des informations qui n'ont jamais ressorti avant ça, donc c'était important. Moi, je le publie au grand complet. D'ailleurs, ça se lit comme un roman. C'est comme si on voyait le cas, là. Alors, on connaît tous l'histoire. C'est Aurore qui a un père négligent qui se remarie en deuxième noce avec une belle-mère qui, pendant des années, va prendre sa belle-fille en grippe et elle va la battre. Et vous racontez dans le procès que ça a été un procès très médiatisé. C'est en 1920. À quelle date exactement? Oui, le procès a commencé le 13 avril 1920 pour se terminer avec le verdict le 21 avril, donc une semaine tout au plus. Et là, il y a plein de gens qui sont concernés, qui se massent devant le palais de justice. Et vous expliquez la première scène, on arrive avec les preuves et il y a toutes sortes de choses, des haches, des marteaux, c'est tout ce qu'elle a pris pour cogner sur la petite fille. C'est ça, oui. Les exhibits, il y a certains exhibits, même aujourd'hui, qui sont encore conservés dans les voûtes de la Sûreté du Québec à Montréal, et j'ai eu la permission de publier certaines photos là, avec l'accord de la Sûreté du Québec. Donc, c'est des instruments, juste en prenant en compte des instruments, on s'imagine mal une fillette de 10 ans par rapport à ces instruments-là. Là. Il y a quelque chose qui, juste en constatant ça, là, mais c'est ça, le procès commence avec le dépôt des instruments, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, là, le débat pas le débat des experts, mais si on veut la présentation des résultats de l'autopsie. Donc c'est plutôt technique au début d'un procès. C'est souvent le cas comme ça, mais après ça, avec le témoignage, l'arrivée des témoignages des enfants, là, ça devient un petit peu plus... Et est-ce que les CV sont aussi forts et aussi épouvantables que ce qu'on nous a présenté dans les films? Oui, c'est sûr qu'on peut jouer sur les détails. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou comme par exemple la barre de savon, là, le pain de savon, qui avait marqué beaucoup de gens. Qui avait forcé à manger du savon, ouais. C'est ça. Fait que, dans le film en noir et blanc de 1952, c'était un fait assez marquant. Malheureusement, selon le procès, c'est pas arrivé comme ça. La nuance qu'on peut apporter, c'est qu'au lieu d'un pain de savon, c'était de la lessive, ce qu'ils appelait la lessive dans le temps. C'était un acide caustique pour laver les planchers. Et puis l'autopsie, d'ailleurs, les viscères de la victime ont été envoyés à Montréal pour être analysés par le docteur de Rome, qui est aujourd'hui reconnu comme une sommité dans la science médico-légale. Et puis lui avait vu dans l'estomac des irritations. Il n'a pas été capable de détecter des traces de poison quelconque.
Mais il a vu qu'avec l'irritation à l'intérieur de l'estomac, et ce qui s'est complété après ça avec le témoignage des enfants, qu'eux autres ont vu Marianne Hood donner une beurrée de lessie justement à Aurore. Puis là, ça venait concorder, les éléments du puzzle se remettaient en place. Là. Il y a des coups un peu partout. Et ce qui est surprenant, vous dites, dans l'autopsie, on a montré qu'il y avait une espèce de liquide sanguinolent. On ne savait pas trop exactement, une quantité vraiment beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait imaginer, entre le cuir chevelu et le crâne. Oui, c'est ça. Comme une espèce de bulle de sang ou... C'est ce qui a vraiment marqué, c'était entre le crâne et le cuir chevelu. Donc, ça veut dire des coups solides, là. C'est ça. Ça, on peut pas Ce qui se rapproche le plus, dans le fond, pour expliquer cette blessure-là, c'est le manche de fourche qui aurait été donné dans les derniers jours, là, avant que... Parce que même si elle se déplaçait assez difficilement, elle continuait là, quand même là, à frapper sur Aurore. Là. Et puis ce serait ce coup-là, parce qu'il y avait un coup là, au niveau du sourcil aussi, ça se serait infecté là, après ça au niveau du crâne, c'est ce qui a donné cette blessure-là. C'est la plus marquante, je pense, là, quand on lit les comptes rendus. Parce qu'elle a été frappée à répétition, ce qu'on comprend, elle n'a été jamais soignée, puis même son père allait travailler à l'extérieur, il revenait, puis elle lui disait, elle fait ci, puis elle fait ça, puis même, il la soignait pas, il la corrigeait encore. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est décédée? Est-ce qu'on le sait, là? C'est l'infection. C'est L'infection des plaies. Okay. Oui, la cause du décès, c'est vraiment ça, parce qu'il y a 54... Elle avait 10 ans, elle s'en allait sur ses 11 ans, là, le 31 mai. Alors, donc, on se souvient tous de ça. Arrive le procès, tout ça est relaté. Ce procès-là qui va mettre de la pression sur la femme, et au point où elle va un peu changer son plaidoyer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Expliquez-moi. Oui, ce qui arrive, c'est que, le plaidoyer, c'est le témoignage vraiment des enfants, dont Marie-Jeanne, qui est la sœur d'Aurore. Elle avait les mêmes parents, là, propres. Tandis que le petit Gérard et le petit Georges, qui étaient les enfants de Marianne Hood, ont témoigné aussi, mais c'est parce que lors de l'enquête du coroner et de l'enquête préliminaire, Marie-Jeanne et les enfants avaient témoigné en faveur ils niaient complètement là, que Marianne Hood avait frappé Aurore, alors que durant le procès, là, on voit là, que ça change complètement. Les enfants témoignent contre elle. Et puis là, ça change. Son maître Franqueur qui défendait Marianne Hood à ce moment-là a décidé de changer complètement sa stratégie de défense pour s'en aller vers l'aliénation mentale. Le problème, c'est qu'ils ont eu, les spécialistes, les experts ont eu seulement 2 jours, là, une fin de semaine, là, un samedi, dimanche pour l'étudier, mais la couronne, évidemment, a envoyé ses propres experts aussi. Là. Puis là, on a eu droit à un débat, c'est pour ça que moi, je voyais un peu des rapprochements avec certains procès qu'on a eu récemment, là, pour ne pas le nommer, le docteur Turcotte. Savoir si elle était incapable, si elle avait toute sa tête au moment où c'est arrivé, c'est ça. C'est ça, c'est mais ça. Au contraire de Guy Turcotte, Turcotte disait que c'est arrivé pendant une demi-heure, je pétais les plombs, ou quelques heures, tandis qu'elle, c'était des années. Là. C'est ça. Puis d'ailleurs, il y a un médecin, le docteur Brochu, qui a témoigné pour la couronne. Il a démontré là, que ça avait été prémédité. Entre autres, on parlait de la lessive liquide tout à l'heure. Pour y donner ça, il fallait qu'elle soit consciente que ça pouvait occasionner la mort. C'est un poison. Donc, ça a été interprété comme de la préméditation. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué le plus du procès dans le contenu? Vous dites qu'il y a eu des décalages dans ce qu'on connaissait déjà, puisqu'il y a objectivement de les notes sténographiques. Alors, c'était quoi la différence pour vous? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est plusieurs choses. Il n'y a pas un gros punch en tant que tel. C'est plusieurs choses comme, justement, les sévices qu'il faut replacer dans le contexte. Il y a le témoignage de Marie-Jeanne, évidemment, là, qui est la sœur d'Aurore. Elle l'a nié pendant son témoignage, mais on voit qu'elle a pleuré beaucoup, là, ça l'a affecté. Mais les témoignages des petits garçons ont dit qu'il y avait beaucoup de conflits entre Aurore et Marie-Jeanne, donc entre les deux sœurs. Puis Marie-Jeanne aurait participé, elle aussi, au sévice. Et les 2 petits garçons aussi, ça a sorti à un moment donné. L'avocat de la défense a essayé de faire passer ça pour un jeu, parce qu'il disait, vous l'aviez attaché comme pour fouetter un cheval, et tout ça, mais c'est quand même des sévices, là. Mais moi, je peux pas mettre le blâme sur les enfants, sur Marie-Jeanne, entre autres. Je veux dire, moi, je n'étais pas là, c'est bien évident. Non, mais quand même, elle avait peut-être une plus grande part que ce qu'on avait pensé initialement. Là. Exactement. Mais la question que je me pose, c'est a-t-elle agi, Marie-Jeanne, parce qu'elle avait seulement 12 ans, a-t-elle agi... Parce qu'elle avait peur, elle aussi, de son côté. C'est ça. Une malade comme ça, elle devait se mourir de peur. Elle ne devait pas être fine avec le reste du monde non plus. C'est ça. Non, puis son côté manipulateur a été amplement prouvé. J'ai mis une lettre, entre autres, qu'elle avait écrite
depuis sa cellule de Québec là, avant le procès, parce qu'elle avait écrit à la maison pour essayer de convaincre les enfants de ne pas parler, de se taire encore la loi du silence. Là. Et le père, là-dedans, lui, on va tout présenté comme un mollasson. Est-ce qu'il était peut-être plus partie prenante qu'on pensait? Ou? Je pense que c'est un gros mollasson, comme vous dites. Là, oh, oui. Donc, il arrivait, il s'occupait pas de ça, il n'était pas au courant de ce qui se passait dans la maison, puis il disait, ben, elle n'a pas été fine, puis il a corrigé sévèrement, puis il admettait qu'elle corrigeait sévèrement. Il disait, elle est dure à élever, parce qu'elle est dure à élever, des fois, je donnais à la ceinture, puis bing bang. C'est ça. Ben, je pense qu'il était plus au courant qu'il voulait le dire. La preuve, c'est que lui aussi a témoigné, il a témoigné en faveur de la défense. Là. Il a essayé de faire passer qu'elle était folle à ce moment-là, que ça avait un lien avec ses grossesses, ce qui est complètement faux. Mais c'est sûr que Télésphore Gagnon là, était plus impliqué que ça, c'est bien évident. Mais il y a une lettre que je mets, entre autres, que j'ai trouvée justement aux archives d'Ottawa à l'époque que Marianne Hood était en prison au pénitencier de Kingston, en Ontario. Qui démontre vraiment sa dépendance affective. Il l'aimait encore en 1933. Ouais. Même après ça, même après qu'il eut assisté au procès, puis tout ce que... en principe, mettons qu'il ne savait pas, puis il l'apprend au procès, il y a de quoi écœurer un homme, c'était ton enfant, puis il l'aimait quand même après. C'est ça. Ben, c'est ce que la pièce de théâtre, entre autres, et le film de 1952 ont dépeint, c'est qu'ils ont dépeint une rupture entre Télésphore et Marianne Hood. Puis ça n'a pas l'air d'être le cas, parce qu'il écrivait encore en 1933, 13 ans après le procès. Et puis là, j'ai hâte de ton retour à la maison, je m'ennuie tout seul, puis on voyait vraiment que... Parce que vous vous souvenez, il y a eu des films, il y a eu des pièces de théâtre. Il y en a une qui a duré pendant 30 ans, qui a 6000 représentations. Donc quand on dit que ça fait partie de l'histoire du Québec, et là vous dites qu'il y a des différences entre tout ce qu'on nous a annoncé, puis ce que vous avez vu objectivement. Qu'est-ce qui est arrivé de la femme? Elle avait été condamnée à la pendaison, mais finalement, elle est ressortie. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ce qui est arrivé, c'est que pendant le procès, ils ont eu l'information sortie comme quoi qu'elle était encore enceinte à ce moment-là, au moment du procès. Elle avait 6 ou 6 mois et demi de fait. Et puis le juge, en prononçant sa sentence, le jury a rendu son verdict et ils ont refusé d'accorder leur clémence. Fait que le juge, ce qu'il a fait en sachant ça, c'est qu'il a repoussé, il a donné un délai plus long que la normale pour la faire pendre. Ça revenait à fin septembre, c'est le 1er octobre, je crois, 1920, qu'elle devait être pendue. Et puis, finalement, entre ça, ça a laissé un délai. J'en parle un petit peu parce qu'il y a des documents là-bas que j'ai retrouvés à Ottawa, des personnes qui militaient pour sa libération à Marianne Hood. Et puis, finalement, c'est ça. Sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie. Et puis, elle a été peu de temps après, dès janvier, février, je crois, là, 1921, là, elle a été transférée à Kingston. Puis à partir de là, elle s'est mise à écrire au ministère de la Justice pour commencer à se plaindre. Et c'est quand elle a été malade, elle était condamnée du cancer qu'on l'a laissé sortir. C'est ça, c'est ça. OK, alors parlez-moi du mari. Lui, a été condamné pour homicide involontaire. C'est sa fille, quand même. Prison à vie, mais c'est libéré après 5 ans. C'est pourquoi, donc? Oui, c'est surprenant. Évidemment, ça va avec l'accusation, je pense, vu que c'est homicide involontaire. Dans sa lettre, dans une de ses lettres, par exemple, Marianne Hood, ce qu'on père, a dit, regardez, elle dit, moi, mon mari a été libéré après 5 ans, on a été condamnés pour le même crime, tout ça, pourquoi moi, je ne suis pas libéré? Mais elle, je pense qu'elle ne comprenait pas à ce moment-là que lui, c'était pour homicide involontaire et qu'elle, c'était vraiment pour homicide avec meurtre, qui est avec préméditation automatiquement, là. Fait qu'elle faisait peut-être pas cette différence-là, mais c'est sûr que ça fait une sentence, pour reprendre les propos d'un de vos collègues déjà, ça fait une sentence bonbon un peu. Oui, c'est le moins qu'on peut. En tout cas, ça se lit très bien, votre livre. Vraiment, c'est comme un roman, et c'est une histoire qu'on connaît, puis on fait des sauts, parce que des fois, effectivement, il y a un petit décalage entre les prémices qu'on a déjà et la réalité objective. Ça s'appelle l'affaire Aurore Gagnon. Merci, Éric Veillette. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était fort intéressant. Restez là.